La République démocratique du Congo est à 5 mois de l'organisation des élections en général, c'est-à-dire présidentielles et législatives au niveau national, provincial et même des élections locales. Aujourd'hui, l'on est à la dernière journée officiellement du dépôt des candidatures pour la députation nationale en République démocratique du Congo. C'est dans le calendrier de la Commission électorale nationale indépendante. Qu'en est-il de cette opération de dépôt de candidature ici en province et de manière générale en République démocratique du Congo? Après consultation de leader de l'opposition, la Commission électorale nationale indépendante a donné sa réponse sur les propositions de l'opposition quant à la fiabilité et notamment du fichier électoral. Nous allons passer en revue tout cela et en deuxième partie de cette émission, nous allons parler de la question sécuritaire, de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo avec ce climat un tout petit peu délétère dans le pays. Est-ce que réellement le pays connaît une crise sécuritaire ou c'est tout simplement des manipulations politiciennes? Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans Politique à la carte ce dimanche. Comme vous le savez, et donc nous allons revenir sur toute cette actualité en République démocratique du Congo. Et pour en parler, je ne suis pas seul sur ce plateau comme d'habitude, vous le savez. Je reçois la majorité et l'opposition et ce soir, je ne déroge pas à cette règle. Ils sont là. Je commence avec à ma gauche, Denis Belessi, qui est au cadre de SID de Martin Fayulu Madidi, mais aussi communicateur de la MOCA. Bonsoir et bienvenue dans Politique. Bonsoir. Nous vous remercions puisque aujourd'hui, on va parler de la RDC et ses aléas. Voilà, en face de vous, on va retrouver la majorité au pouvoir, c'est-à-dire l'Union sacrée, ici représentée par Alain Nkami, qui est cadre de ADEFAT, coordonnateur national de la jeunesse ADEFAT, mais il est aussi communicateur de l'Union sacrée en province. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Narcisse. Bonsoir à mes semblables, mes chers compatriotes. Bonsoir à mon co-débatteur. Dès ce soir, je pense que pour des raisons de la nation, nous sommes sur ces plateaux. Voilà, le décor est déjà planté. Sans plus perdre le temps, nous allons débuter avec notre tout premier sujet. Aujourd'hui, la Commission électorale nationale indépendante, normalement, devait boucler l'opération de dépôt, des réceptions, des candidatures des différents partis politiques, regroupements et autres. Déjà avec vous, Alain Nkami, depuis le début de cette opération jusqu'à la fin de cette période impartie, selon le calendrier de la CENI, quel commentaire vous avez à faire par rapport à cette opération de réception des candidatures? Il y a un problème d'engouement qui s'est posé jusqu'à ce jour, d'autant plus que l'actuelle loi électorale était facile quand on la lisait, mais dans sa mise en application, elle cause de sérieux problèmes, ça on doit être franc, surtout sur le seuil de recevabilité qui est retenu, qui est de 60%, et plusieurs partis politiques n'ont pas eu à œuvrer dans l'éveil de la conscience nationale. Plusieurs se sont concentrés dans certaines provinces, provincettes. Maintenant, la réalité les attrape. Nous ne sommes pas de ce lot parce que ADEFAT que nous sommes, chers à l'honorable Jean-Louis Kalamba Nguindou, a eu à s'évertuer, à s'implanter sur la quasi-totalité de la République démocratique du Congo. Donc vous avez atteint le seuil de recevabilité. Naturellement, et nous allons devoir déposer notre liste avant la fermeture du bureau de réception. Ça, c'est d'une manière générale. De l'autre côté, nous avons l'opposition qui est actuellement noyée dans ses propres contradictions. Une opposition
qui est plongé dans une déliquescence douloureuse de la qualité de sa communication et de sa versatilité, une opposition qui avait un schéma tout autre que celui de nous affronter aux élections, une opposition caractérisée par une incommunicabilité semblable à la scène vécue lors de la tentative. Tout ce que vous énumérez là a de l'impact sur l'engouement, parce qu'on parle... Oui, parce que nous sommes... permettez que je finisse. Nous avons en face de nous une opposition caractérisée par une incommunicabilité, je le disais, semblable à la scène vécue lors de la tentative de la tour de Babel, une opposition divisée, pour preuve, il y a plusieurs franges de l'opposition actuellement, ensemble et dans l'opposition, mais parce qu'ensemble était avec nous au pouvoir. Avec nous au pouvoir, disais-je, dans la conception même, dans le vote même de la loi électorale, ensemble a participé, elle était du côté du pouvoir, et il était du côté du pouvoir, comme ils se disent qu'ils n'ont rien à réclamer de nous, ils ont déposé déjà leur liste. Il y a Lamouka, Essidé de Fayoulou, qui n'existe que de nom, parce que je ne vois pas le parti politique de Fayoulou à lui seul aligner 60% des candidats sur l'étendue de la République démocratique du Congo. D'ailleurs, ils ont refusé d'aligner. C'est un faux fuyant, c'est un faux fuyant parce que l'exemple... S'il faut y aller par une exemplarisation, je ne reconnais pas 5 lieutenants de Fayoulou ici dans la ville de Lubumbashi, à part mon aîné vieux Belessi ici sur ce plateau. Très bien. Mais je suis vraiment au regret de voir qu'il a déployé tout son zèle pour défendre Fayoulou, mais malheureusement il ne sera pas aligné. C'est très triste. On revient à vous, Alain Kami, à Denis Belessi, aujourd'hui. Opération de dépôt de candidature. Quelle lecture vous avez sur cette opération? Ici, prenons le cas de Lubumbashi aussi, où nous ne voit pas d'engouement. Merci beaucoup. 915 partis politiques, du jamais connu dans le monde entier. Félix, tu ferais à trouver la RDC au moins avec 530 partis politiques. Dans 4 ans, 5 ans, nous sommes arrivés à 915 partis politiques. Ce n'est pas de sa faute, c'est la démocratie. Oui, c'est la démocratie, bien sûr, mais je ne sais pas si on tenait compte des critères de création d'un parti politique et la moralité aussi de celui qui va créer un parti politique. Et à lui seul, il a, si c'est 800 partis politiques. Si vous comptez les partis politiques de l'Union sacrée, donc ils arrivent dans les 800 partis politiques. Et SIDE est un seul parti politique. Nous ne sommes pas censés suivre les mouvements d'autres partis de l'opposition. Nous voyons d'abord notre parti politique. La coalition, les rassemblements, l'unité, ça peut se faire au moment convenable. Mais maintenant, chaque parti doit prendre quand même sa position. On va revenir à la position de SID. Oui. On parle d'abord de cette opération. De manière générale, lorsqu'on dit que la loi n'était pas confortable, on devait quand même réviser pour permettre aux gens de postuler. La loi électorale ne peut pas être une loi qui est trop dure pour les gens d'aller déposer leur candidature, par exemple. Mais la loi sera trop dure à l'étude de celui qui va gagner ou bien perdre. Là, on pouvait étudier sur ces points-là. Mais tous les partis alimentaires ici pensaient qu'ils seront financés. Et sûrement, ils seront financés par le pouvoir en place avec l'argent des contribuables congolais. Mais maintenant, l'opposition qui a l'un doute ici a fait aussi pression au pouvoir en place de ne pas jouer avec l'argent des contribuables congolais en finançant les partis politiques. Donc si on vous comprend bien, c'est un problème de caution qui pose problème. Exactement.
Et d'ailleurs, si on crée un parti politique, on ne peut pas dire que nécessairement on doit avoir les députés. C'est un parti politique. On peut soutenir un président de la République, on peut avoir les bourgmestres dans les entités territoriales, on peut se limiter à ce niveau-là. Mais pour avoir un parti politique qui va financer toute la République, à moins que vous détournez l'argent du contribuable congolais, puisque dans nos partis ici, il n'y a aucun parti que les gens contribuent. On ne voit pas les gens contribuer dans le cadre de leur parti. Ils comptent toujours aux mandataires qui travaillent dans les entreprises publiques, ainsi de suite. Alors, on se veut aussi pédagogique dans cette émission. Ce que vous relevez là, donc, la plupart de ceux qui se sont estimés candidats, mais au fond, si on va dans votre réflexion, vous allez me dire si c'est ça ou pas, au fond, ils n'avaient pas cette envie, c'est parce qu'ils savaient que quelque part, ils seront pris en charge financièrement. Oui. Il y a les gens, pas venu. Oui, vous pouvez créer un parti politique pour avoir seulement les financements, vous arrivez à la province, vous bouffez cet argent. Mais ils attendent le financement, ça ne bouge pas. Même ce qu'elle est en train de dire sur Adefat et tout ça. Attendons voir. Attendons voir. Nous savons que notre parti ne dispose pas de milliards. Notre parti n'a aucune personne qui a détourné l'argent des contribuables congolais. Notre parti dépend de nos moyens, nos cotisations. Et nous allons faire avancer notre parti. Mais c'est que si nous arrivons à ce niveau, on dit non, SID n'a pas déposé ses candidatures, puisque nous avions des revendications à faire. Et d'ailleurs, nos revendications, c'est ça qui va donner le crédit à la CENI. On va revenir sur les revendications. Je vais avoir votre point de vue, votre lecture par rapport à cet aspect de caution. Est-ce que finalement l'Union sacrée n'a pas financé les candidatures de ces postulants? Je sens dans le propos de mon co-débatteur une frappe douloureuse faisant suite à leur propre contradiction. C'est vraiment affligeant. Et j'ai pitié de voir mon vieux avec qui j'ai fait trop de débats. Répondez à ma question. Être dans cette peau, ça me fait énormément très mal. Le parti politique concourt au suffrage. C'est ce que dit la Constitution. Les partis politiques ne sont pas seulement faits pour avoir de députés, de mandataires, mais nous devons concourir au suffrage. C'est constitutionnel. J'estime que chaque parti politique a sa politique interne. Je ne sais pas être porte-parole de tout le parti politique de l'Union sacrée, mais au mieux que je sache, je pense que... Vous êtes porte-parole de l'Union sacrée. Quelque part, il n'y a pas eu une organisation d'ensemble pour dire, bon voilà, on va épauler les candidats. Il n'y a pas eu entente dans ce sens. Dans l'Union sacrée, nous avons des stratégies. Et quand nous mettons à découvert nos stratégies, ça ne s'appelle plus stratégie. Mais l'évidence, c'est que l'Union sacrée a aligné et va continuer à aligner sur toute l'étendue de la République des candidats, parce que nous n'avions pas fait usage d'une arme à feu ou d'une Kalachnikov pour avoir ce pouvoir. Nous l'avions eu démocratiquement. Et nous sommes dans l'ultime obligation de le conserver encore d'une manière démocratique. J'espère que vous êtes sans oublier que vous êtes en face de l'homme de la vérité des urnes quand vous parlez de démocratiquement. Mais la vérité implique beaucoup de subjectivité. Très bien. Ils n'en ont pas le monopole. Nous avons une lumière à apporter là où ils font plonger le peuple dans l'obscurantisme. Voilà, venons-en à la position de SID avec Martin Fayoulou. Après la réponse de la CENI suite aux consultations, réunions que la centrale électorale a eues avec les opposants, notamment les leaders de l'opposition, Martin Fayoulou réitère sa décision de ne pas présenter des candidatures à tous les niveaux, donc y compris à la présidentielle. Et vous, militants au cadre de SID, comment vous accueillez cette
est-ce qu'on ne vous prive pas quelque part de vos ambitions? Je ne crois pas. Je suis avec Martin Fayulu. J'ai compris que c'est une personne de valeur exceptionnelle et de qualité distinguée. Des fois, on dit que les dénonciateurs sont souvent traités de fous. Même Étienne Tshisekedi, qui était le leader charismatique, on le traitait toujours d'un fou quand il prenait ses décisions. En 2006, quand Étienne Tshisekedi avait constaté que le processus était biaisé, il a demandé à ses militants de ne pas postuler. Il a dit à ses militants de ne pas se faire enrôler. Nous avions vu des conséquences. Le jour de la proclamation des élections, c'était la guerre à Kinshasa entre les gens de Jean-Pierre Bemba et de Kabila. Il y a mort d'homme juste aujourd'hui. Le procès n'a jamais eu lieu. En 2011, le même leader, Étienne Tshisekedi, savait que le processus était toujours biaisé. Il avait refusé. Mais nous l'avons poussé. En cotisant par-ci, par-là, on a réuni les moyens. On a dit, non, on va déposer la candidature de notre leader, Étienne Tshisekedi. Les gens sont allés déposer. Et vous savez, la finalité, c'était quoi? On l'avait encerclé dans sa propre résidence, dans une prison à ciel ouvert. Est-ce que vous voulez revenir aujourd'hui, Martin Fayulu n'est pas idiot. Depuis 2019, on a commencé avec ces revendications. On avait déposé d'abord au gouvernement, on dit, on ne va plus continuer avec les problèmes de la vérité des urnes, mais on doit quand même sauver les pays dans l'avenir. Et comment sauver les pays? Il y avait le plan de sortie de Martin Fayulu, dont il y avait 3 objectifs. La réforme de la CENI, la réforme de la Cour constitutionnelle et la réforme de l'armée. Très bien, ça c'est connu. Et juste aujourd'hui, ça n'a jamais eu lieu. Et maintenant, moi, je ne peux pas être traumatisé puisque moi-même, je sais que le processus est vraiment biaisé. Savez-vous qu'au Katanga, ici, on aura une faible participation les jours des élections. Et lorsqu'il y a une faible participation les jours des élections, les gens qui vont sortir là ne seront pas légitimes totalement, bien qu'ils seront proclamés. Mais lorsqu'on vous désigne à moins de 50%, vous passez à 30% par rapport au nombre des enrôlés. C'est-à-dire, vous ne serez pas le président des gens qui ne se sont pas participés les jours des élections. C'est la loi, c'est comme ça, c'est à la majorité. Oui, c'est pourquoi nous disons, nous avons dit à la CENI qu'on doit collaborer. C'est une façon de montrer notre élégance politique aussi. Nous sommes allés vers la CENI qui organise les élections, collaborer pour qu'ils puissent nous écouter. Et la CENI nous avait rassuré qu'il viendra avec une suite. Mais la suite n'est pas favorable. Que devons-nous faire? On continue toujours. Mais est-ce que les raisons évoquées dans le communiqué de la CENI, ce ne sont pas des raisons fondées? Non, les raisons ne sont pas fondées puisque la CENI, dans sa procédure, n'a pas respecté. Il fallait appeler, que ce soit un cabinet international qui est reconnu, qui a déjà fait les histoires de la CENI, venir auditer la CENI, mais Kadima a désigné ces gens à lui. C'est là où il y a des problèmes. Nous disons, on doit arranger avant d'aller aux élections, que de subir encore les jours de proclamation, bien qu'on ne fera pas partie, si on ne nous croit pas. Ces jours-là, ça sera toujours des troubles. Très bien. Alain Kami, aujourd'hui, on parle de faible engouement. On est tous d'accord qu'il y a ce faible engouement. Est-ce que, quelque part, ce ne sont pas les effets du boycott, notamment de SID et du FCC aujourd'hui? On sent leur poids. Nullement pas. Le temps jouait amplement son rôle de prophète, même à la dernière minute. Vous verrez qu'il y a eu engouement. Au mieux que je sache, je suis très rassuré qu'il y a plusieurs partis politiques et plusieurs regroupements politiques qui, dans leurs officines, affûtent les armes pour
bien devoir de poser leur liste auprès de la CENI. Je suis très rassuré que le dépôt sera effectif, à part peut-être le FCC et la MOUCA et les CID, mais tout le reste de partis politiques et de l'opposition et eux du pouvoir vont devoir déposer leur liste. Parce que... Est-ce qu'en ce moment, voilà, il y a cette... si on va dans votre sens, donc il y a cette mauvaise mentalité d'attendre toujours le tout dernier jour pour demander le prolongement, finalement. Effectivement, personnellement, je suis de ceux qui déplorent cette mentalité ancienne, qui pensent qu'il faut aller déposer le dernier jour pour qu'il y ait peut-être certaines malfaçons dans le traitement des dossiers. Ça cause du tort aux différents candidats. Je m'insurge en faux contre cette mentalité de déposer les candidatures les derniers jours. Ce n'est pas une bonne culture. Ça, je décourage foncièrement cela. Revenons un peu sur cette histoire de la CENI avec les leaders de l'opposition. Finalement, pourquoi la CENI a organisé toutes ces consultations avec les leaders de l'opposition si au finish c'était pour dire, bon voilà, je ne vais pas rencontrer vos préoccupations? Quelques leaders de l'opposition, bien sûr, pas avec les leaders de l'opposition. Quelques leaders de l'opposition, parce que mais en fait, le sénateur à vie, Joseph Kabila... Les grands leaders de l'opposition. Ne me dites pas que Joseph Kabila n'est pas un grand leader de l'opposition. Il l'est. Il a été aussi invité, c'est lui qui n'est pas parti. Il l'est, oui, d'accord. Alors, la CENI se comporte comme une église au milieu du village. Elle n'est pas là que pour nous du pouvoir. Elle organise les élections, bien sûr, et pour l'opposition et pour ceux qui sont au pouvoir, afin de mettre en application l'article 5 de la Constitution qui stipule qu'en réalité, la souveraineté nationale appartient au peuple et toute émanation du pouvoir doit venir du peuple, de ses souverains primaires. La Constitution donne l'obligation au président actuel et à tout son régime d'organiser les élections après 5 ans. Et ce pouvoir d'organiser, bien sûr que oui, et ce pouvoir d'organiser les élections est conféré à la centrale électorale que nous appelons CENI, qui est un organe, un institut neutre. Mais qu'est-ce qui se passe? Comme je l'ai dit dans ma dévancière, notre opposition a perdu le repère, notre opposition a perdu le bon sens, la culture même de faire la politique. En oubliant qu'à part Kadima et quelques 2 ou 3 membres de la CENI, ils sont l'émanation de la société civile. Les autres membres de la centrale électorale sont l'émanation des partis politiques, du pouvoir et de l'opposition, bien sûr. C'est là que vous rencontrez Manara, c'est là que vous rencontrez Agé Matembo. Ils ne sont pas de la défaite que moi, ils ne sont pas des... Très bien, mais c'est discutable hein, au niveau de l'opposition. Donc, tout le monde est là. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà maintenant là où le problème se pose. Ce n'est pas à la CENI de revoir la composition de cette structure, ce n'est pas au président de la CENI de revoir la composition de cette structure. Ce n'est pas à la CENI de revoir la composition de la Cour constitutionnelle comme ça a été, comme c'était la demande de l'opposition. Mais le président de la CENI s'est retrouvé dans des situations inouïes de voir que les acteurs politiques viennent demander au président de la CENI de revoir cette CENI. C'est ainsi qu'il a été très bien clair. Il a dit: ils m'ont amené de revendications qui ne sont pas matériellement dans le prérogative assigné à la CENI. Cette perte de vision, cette perte de repère de l'opposition, je pense, doit être une bonne leçon à toute la nation. Et surtout à deux vieux comme il est là, ces vieux doivent donner un bon héritage politique aux jeunes que nous sommes, aux jeunes qui nous suivent.
Ce n'est pas à la CENI de revoir la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas à la CENI de revoir. Bon, on comprend que quand on parlait nation, par exemple, Lamouka, son leader était dans les rues de Kinshasa, dansant publiquement, au lieu de venir donner de bonnes éducations civiques à leurs membres et à leurs leaders. Parce que c'est inouï, c'est inadmissible de voir Alain Kani aller à la CENI dire, monsieur Kadima, est-ce que tu peux revoir la composition de ta CENI? Très bien. C'est du non-sens, permettez le terme. C'est du non-sens. Voilà, vous avez la latitude de revenir là-dessus, mais je pose cette question à entendre votre leader, Martin Fayulu. Il a parlé, il a demandé l'utilisation ou la mise en exergue de l'article 64 de la Constitution. C'est quoi exactement? Que veut-il que vous fassiez, vous qui allez suivre ce mot d'ordre, dans des termes très clairs? Oui, comme c'est constitutionnel, on va appliquer aussi. Dans les temps convenables, une fois, si ça ne tenait pas debout. Puisqu'on doit quand même sauver ces peuples qui est devenu esclaves. Lorsque Alain parle de la souveraineté, mais la souveraineté d'un État commence par les choix de ses dirigeants aussi. Lorsqu'on organise les élections qui sont biaisées, et on aura les dirigeants qui ne seront pas à la hauteur, qui ne seront pas légitimes, et le peuple restera toujours esclave. Mais est-ce que ce n'est pas vrai quand ce n'est pas à Denis Kadima de revoir la Cour constitutionnelle? On n'a pas posé le problème de revoir la Cour constitutionnelle à Kadima. Je vous ai... Ou même la CENI elle-même, c'est pas à lui. La CENI, là, le problème de Kadima, c'est le problème d'abord de l'audit. On a dit, nos revendications, nous avons deux revendications majeures d'abord. Le problème de l'audit, qui sera fait par un cabinet international fiable. Et les problèmes de nos membres aussi, de l'opposition, doivent faire partie de l'équipe composante de la CENI. C'est quand il parlait... Est-ce que c'est à Denis Kadima de faire... d'inviter, ce n'est pas les opposants dans... C'est pourquoi quand nous sommes allés poser les problèmes là-bas, Kadima a dit qu'il doit rentrer à l'Assemblée plénière. Oui. Et c'est à Kadima aussi de faire aussi la proposition. Il y a un chef de l'État, bien que la CENI est indépendante. On n'oublie pas les rôles majeurs des chefs de l'État en tant que garant de bon fonctionnement de l'État. Lorsqu'il entend des bruits par-ci, par-là, il peut appeler les dirigeants de cette institution-là pour discuter ensemble et résoudre et créer un climat apaisé. Est-ce que dans cette démarche, vous avez eu à contacter ou à écrire au garant de la nation? Nous avions déjà écrit à plusieurs fois. À l'institution président de la République. À plusieurs fois, on a déposé des lettres là-bas. Et d'ailleurs, Mouzitou et Fayulu avaient travaillé longuement quand il dit que Fayulu ne faisait que danser. La danse, c'est la culture congolaise. C'est dans notre culture. Je t'ai dit qu'il n'y a pas de préalable sans la danse. Tous les chefs coutumiers, un chef coutumier digne doit danser. Et aujourd'hui, si les Kasaïs sont reconnus, bien qu'actuellement on danse, la Montouaché rentre encore au ghetto, mais ils sont reconnus grâce à la danse là que Tchalamouana nous a amené. Il ne faut pas jouer avec la danse. Et même aux États-Unis d'Amérique, les présidents, on les soumet dans les tests. Hein. Il faut savoir danser, jouer aussi au basket. Très bien, ça c'est compris. On va à l'essentiel. Je lui ajoute aussi quelque chose, une notion aussi. Alors, ça semble un peu compliqué. Hein? Les immatriculés là de 1960, de Général Nikoulia, de Étienne Tshisekedi là, tu sais qu'on les soumettait dans les tests, on prend une jolie fille, on te donne la fille là. Et on assiste, si tu ne sais pas quelque chose... C'est pas le sujet, revenons au sujet, c'est pas le sujet. Bon, nous avons dit que nous allons collaborer avec la CENI. La CENI a rejeté notre offre. Dire que
Article 64. Article 64, on voit d'abord les gens vont sortir. En autre terme, c'est insurrection. L'insurrection, ce n'est pas le coup d'État. C'est-à-dire, le peuple sort, revendique leurs droits fondamentaux. Et leurs droits fondamentaux, ils vont revendiquer d'avoir les autorités qui seront, les dirigeants qui seront légitimes. Puisque l'illégitimité ici est déjà précoce, préméditée même par la loi et par nous autres ici. On voit que les autorités qui vont sortir seront illégitimes. Et je me pose des questions. Je dis, pourquoi l'Union sacrée n'a pas de propositions à faire? Or, quand nous étions à l'opposition, ce sont toujours les mêmes revendications ici. Aujourd'hui. Et lorsque Alain dit que là-bas, il y a les gens de l'opposition qui sont aussi partie prenante à la CENI. J'ai dit, non. A.G. Matembo, aujourd'hui, est de l'Union sacrée. Didier Manara était parti faire la campagne de sa femme à l'est de la RDC comme étant membre de l'Union sacrée. Et on ne peut pas aller aux élections seulement avec l'équipe composante de la CENI. Il n'y a que des gens de l'Union sacrée et les gens de la société civile. Très bien. Nous aussi, nous devons entrer dans cette CENI-là, voir la vérité. Et quand on avait sollicité l'audit, on a dit que l'audit, nous allons mettre aussi nos témoins, puisque nous avons aussi les experts. L'Union sacrée aussi a ses experts en lui. Ensemble avec Kadima, on va auditer le fichier là. Puisqu'en 2011, on avait constaté que le fichier avait 10 millions de surprises. Et cette fois-ci, pourquoi vous avez peur si vous ne connaissez pas quelque chose? Très bien. Alain Kami, est-ce qu'aujourd'hui, on voit, il y a pas engouement dans les dépôts de candidatures, il y a des boycotts par-ci, par-là. Est-ce que finalement, l'Union sacrée va aller à ces élections tout seul? Est-ce que quelque part, on n'est pas en train de rencontrer cet adage qui dit vaincre sans péril, c'est triompher, en fait, c'est régner sans triomphe? En fait, nous sommes passés par plusieurs épreuves. Nous sommes passés par le rejet d'abord de la victoire du président Félix. Ça s'appelle peine qu'on a connue. Et nous avons sursauté cette étape-là d'une manière démocratique. Aujourd'hui, je ne vois aucune disposition qui interdit à l'opposition de venir nous affronter aux élections. D'ailleurs, l'un des 4 leaders de l'opposition, Katumbi, avec qui ils ont récemment fait route ensemble et avec qui ils continuent à faire route ensemble, a déposé déjà sa liste. Ça prouve que nous n'irons pas aux élections sans l'opposition, parce que l'opposition y est déjà. Kadima n'a pas voulu faire usage du cynisme, il a amené la bienséance au rendez-vous. Parce qu'il n'y a aucune disposition constitutionnelle qui oblige à Kadima de faire l'audit du fichier électoral. Mais pour des raisons de crédibilité de ce processus électoral qu'il est déjà, parce qu'avec le processus électoral de 2018, il y avait des opposants qui étaient en exil, il y a certains qui ont lorgné la République démocratique du Congo via Kasumbalesa, qui n'ont pas su avoir leur carte d'électeur, mais avec Kadima, la CENI de Kadima et le régime Tshisekedi, tous les opposants sont détenteurs de leur carte d'électeur. Tous les opposants. 0 opposant en exil. 0 opposant en prison pour raison de ses opinions politiques. 0 opposant. C'est une prouesse, c'est une consolidation de la démocratie en ce jour. Même Kabound... J'ai dit pour raison de ses opinions. Faire usage de ses opinions ne doit pas vous plonger dans des insultes contre les autorités. Je dis, quand vous amenez le tribalisme, quand vous amenez les insultes, ce sont des antivaleurs que nous combattons tous. Même dans la danse de M. Fayoulou, comme c'est une culture chez eux, dans leur parti politique, ils ne peuvent pas tolérer qu'Alain passe sur un plateau de télévision en insultant mon vieux Bélési, parce que cela relève d'abord de l'éducation de base. Ce sont des notions basiques de l'éducation.
je ne peux pas en faire usage. J'ai du respect pour les aînés, j'ai du respect pour tout le monde. On parle politique, on doit la faire avec beaucoup d'élégance. Alors, l'opposition en ce jour vous dit que nous sommes allés pour qu'elle soit dans la composante, dans l'une des composantes de la CENI. Mais nous devons rappeler à nos chers amis de l'opposition comment la CENI se compose. Elle a une frange de la société civile, elle a une frange de l'opposition, elle a une frange de ceux du pouvoir. Kadima n'est d'aucun parti politique. Il est issu de la société civile. Manara est issu de l'opposition. Voilà pourquoi je dis, quand la CENI s'est composée, Katumbi qui est dans ça souffrait que je parle de lui, qui fait route ensemble avec eux, était dans la frange du pouvoir. Voilà pourquoi lui n'en fait pas cas, parce qu'il a participé à ces votes. Et quand c'est souffrez 30 secondes s'il vous plaît, quand ces animateurs sont choisis, on le présente chez le représentant du peuple, le représentant de notre peuple, qui sont autres que les députés, valide, c'est là, et le chef de l'État investit. La procédure a été suivie. Mais voilà, chemin faisant, nos amis décidés viennent qu'on change les règles du jeu en plein match pour satisfaire leurs émotions, leurs sentiments et leur humeur. Je pense que ce temps-là est passé. Le temps file très vite. Aujourd'hui, est-ce que on peut dire que la République démocratique du Congo, à ce jour, vit des jours paisibles aujourd'hui sur le plan sécuritaire? Je commence avec vous, Denis Bellissi. Merci beaucoup. Sur le plan sécuritaire de la paix physique, ça se ressemble en 1960. Comment ça? Maintenant, dans notre République, on prend d'abord les gens qui ont fait la rébellion contre la RDC, donc les Congolais qui ont fait la rébellion contre la RDC, on leur demande, on les nomme dans des hautes fonctions pour aller terminer la guerre dont eux-mêmes ont commencé. On prend les pays voisins qui étaient alliés à ces rébellions-là, on leur demande de venir s'asseoir, occuper les frontières de la RDC et finir la guerre. Donc, créer une rébellion et demander encore à finir avec cette rébellion-là. Quand Félix Tshisekedi est entré au pouvoir, les M23 n'existaient pas. Le M23 a été défait depuis 2013. Mais néanmoins, à l'Est, il y avait des couches de l'insécurité. Des couches de l'insécurité qu'on pouvait effacer facilement, dont eux-mêmes appelaient des guerres asymétriques. Mais ce qui est dangereux aujourd'hui, la plus mauvaise rébellion que la RDC n'a jamais connue, c'est cette rébellion. Puisque c'est à la frontière. Toutes les rébellions qu'on connaissait, c'était à l'interne, à l'intérieur du pays. Mais maintenant, lorsque vous avez la rébellion à la frontière, c'est-à-dire vous avez perdu l'intégrité de votre territoire. Mais si la rébellion est à l'interne, vous gardez l'intégrité des territoires, mais vous vous sentez en insécurité, en danger. Mais le danger du temps de Félix Tshisekedi, depuis 1960, on n'a jamais connu ces dangers. Très bien. C'est-à-dire, toutes les puissances sont venues là. Et le deuxième point, cette insécurité, nous avons aussi l'insécurité alimentaire que nous connaissons aujourd'hui suite à l'injustice sociale. Et si vous arrivez au centre-ville, les milliers de l'élégance et les milliers de l'aisance, vous allez sentir la souffrance des peuples congolais. Très bien. Alain Camille, est-ce que ce sentiment d'insécurité dans le pays, est-ce que réellement le pays est en danger ou c'est une manipulation politicienne? Il y a une menace sur le plan sécuritaire, visiblement, nous le voyons.
combinée aussi d'une manipulation politicienne. Et les preuves péremptoires, incontestables quant à ce sont les gens. Je suis au regret de voir mon co-débatteur plonger dans de contre-vérités quand il vous dit qu'il n'y avait pas de rébellion, il n'y avait pas de groupes armés quand Félix est venu au pouvoir. Mais il y en avait, je tiens à lui donner la vraie information, il y avait plus de 200 groupes armés qui œuvraient en République démocratique du Congo. Et actuellement, nous sommes à moins de 30 groupes ou forces négatives qui œuvrent en République démocratique du Congo. C'est un malheur de faire taire les victoires de la République, parce qu'il s'agit de la République, pas de Tshisekedi. Quand le Congo gagne, et l'opposition, et nous tous, nous gagnons. Le M23, s'il faut retracer l'historicité de M23, c'est un mouvement du 23 mars 2009. Tshisekedi n'était même pas député de la République. Tshisekedi n'avait aucun mandat électif, n'était dans aucun pouvoir de cette nation. Il y a eu 2 accords signés. À Rubavu, je donne les lieux. Mon vieux, je crois qu'il n'est pas un novice, il n'est pas un nouveau dans la politique, il le sait amplement et pertinemment. Ces accords ont existé. Et quand Tshisekedi prend le pouvoir, souffrez que j'appelle les énergumènes, acteurs du M23 sont venus vers lui. Cher fils de Tiens Tshisekedi, avec ton précédent, nous avions eu à signer ces accords. Tshisekedi lit les accords, il trouve qu'il était dit. 49% du commandement militaire dans l'espace Grand Kivu devrait être dans les mains du Rwanda. 39% du commandement de la police devrait être dans les mains de Rwandais. Et même dans les institutions de notre chère nation. Il s'est dit, mais écoutez, je n'ai pas seulement le sang congolais, j'ai également l'âme congolaise. Dans ma peau du vrai Congolais, je ne peux pas l'admettre. Oh, cher Tshisekedi, négocions seulement. Il dit, soit c'est une paix totale, soit c'est une guerre totale, et qui va rentrer auprès de son expéditeur? Et c'est le chemin dans lequel nous nous retrouvons aujourd'hui. Tshisekedi, si seulement il se dit, j'accepte de négocier avec le M23 en ce jour, cette petite guerre prend fin. Mais le voilà faire usage de son intelligentielle diplomatie, d'une diplomatie intelligentielle. Aujourd'hui, les rebelles de M23 sont appelés à aller dans les zones de cantonnement. Ils seront cantonnés quelque part. Non, apparemment, sur le terrain, ce n'est pas ce qui se passe. J'ai dit, ils seront cantonnés quelque part. Il y a des affrontements entre le M23 et vous savez, quand la tête du serpent est coupée, le reste de son corps peut bouger, mais pour un vieux sage, il se dit, la tête est coupée. Tout ça, ce ne sont que de manœuvres dilatoires du serpent. Les propos, notamment du président sud-africain, et récemment à Goma, les propos de Uhuru Kenyatta, le facilitateur, où on parle des négociations quelque part. Ces négociations, c'est par rapport à leur cantonnement et pas par rapport au brassage qui nous a amené détresse, qui nous a amené désastre dans la gestion de notre chère nation, et dans l'armée, et dans la police, et dans les institutions. Je vous relate un scénario. Le DG de la SNEL, un certain DG, détourne l'argent du denier public. On met la main sur lui, et c'est le Rwanda qui le réclame comme un sujet rwandais. Nous ne voulons plus offrir au peuple que nous aimons tant, au peuple que nous chérissons, des spectacles désolants de ce genre. Très bien. Vous venez, vous détruisez, vous volez l'argent de la République. Et quand on met la main sur vous, c'est le Rwanda qui vous réclame comme citoyen rwandais, ou c'est le Burundi qui vous réclame comme citoyen burundais. Ça,
cette époque-là est révolue. Cet aspect de la situation de guerre à la RDC, on a épinglé ici l'aspect voilà, sécurité alimentaire, l'aspect, je peux y ajouter même sécurité urbaine dans les villes qui ne connaissent pas les rébellions. À quelques mois des élections, vous pensez qu'on peut y aller dans cet état-là? Il est vrai que parmi les contraintes données par la CENI, il y a la contrainte d'ordre sécuritaire qui doit être levée pour que l'on aborde dans un climat très serein le vote ou les élections. Et c'est au gouvernement de s'y mettre. Je sais que le gouvernement déploie tout son zèle pour que cette insécurité, tant sur le plan alimentaire, tant que dans des milieux urbains, dans certaines villes que nous connaissons, puisse être éradiquée. Il faudrait aussi savoir que l'ennemi du Congo n'aime jamais nous voir vivre en paix. Très bien. Et ensemble, si nous nous soudons le coude, si nous travaillons main dans la main, si nous abordons les choses dans l'optique de travailler dans l'unité, dans la cohésion nationale, dans le vivre ensemble, plus fort qu'un peuple uni n'existe pas. C'est bien compris. Rapidement, Denis Belessi, votre réaction par rapport à tout ce qui vient d'être développé? Je dirais ceci. Quand M23 est arrivé sur le territoire congolais, les gens de l'Est ont dénoncé. Ce n'est pas les M23 qu'on a trouvé sur le territoire congolais, c'est-à-dire ces gens-là traversés. Et Félix Tshisekedi a commis aussi une grosse erreur stratégique d'accepter que les Ougandais entrent sur le territoire congolais. Et la seule chose, la seule coopération que Félix Tshisekedi a ajoutée en RDC, c'est de nous amener les pays de EAC. Or, ce sont les pays de EAC qui nous ont amené encore des problèmes ici. On dit qu'on ne peut jamais finir la guerre avec les gens qui ont commencé la guerre. Lorsque vous amenez les gens, les militaires dans votre territoire, sachez bien qu'ils vont vous amener encore des problèmes nouveaux. Nous disons ceci. La plus meilleure des choses dans un État, c'est d'avoir d'abord l'intégrité du territoire. Mais aujourd'hui, la RDC a perdu son intégrité. À Bunagana, il y a pris le drapeau de la RDC. Non seulement à Bunagana, si on prend, c'est au moins 300 km. Le ministre de la Défense ne peut pas accéder dans cet espace, voire même le président de la République lui-même ne peut pas arriver à Bunagana. Et pensez-vous que cet espace-là nous appartient encore? C'est là où il y a les doutes. Et la cohésion nationale qu'Alain est en train de parler ici, c'est ça que nous sommes en train de plairer chaque jour. On dit la cohésion. Et la dignité d'un peuple, où est la dignité? Les Congolais ont tout perdu. Nous sommes restés seulement de l'identité que nous sommes Congolais. Mais sinon, en réalité, le pays n'existe plus dans sa puissance. On va devoir finir l'émission. Je m'en voudrais si on finissait cette émission sans qu'on parle de ce qui fait la une de l'actualité. C'est cet assassinat, selon certains, meurtre selon les autres, du député national Chérubin Okindé. Je vais avoir chacun juste son point de vue. Je commence avec vous, Denis Belessi, très rapidement. Qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à ça? Très rapidement. Oui, nous sommes en danger. Lorsque, à Kinshasa, la capitale, on tue, on enlève, et jusqu'à tel point, on enlève un député et le tuer d'une façon très hontée. Là où il y a des caméras, on ne pouvait pas voir ce mouvement-là. Et on retrouve son véhicule plus tard. C'est-à-dire, le pays va mal. Très bien. Nous avons besoin d'un pays solitaire. Et le rôle majeur du gouvernement, du président de la République et tous les services, le ministère de l'Intérieur et de la Défense, c'est de nous protéger. Très bien. Mais nous sommes abandonnés. Alain Camille, votre réaction? C'est un acte affreux, non patriotique. Nous condamnons fermement l'assassinat du député national. En réalité, je l'ai toujours dit, que l'on soit de l'opposition ou du pouvoir, nous ne sommes pas ennemis. Nous ne sommes que dans l'adversité.
Très important. Et je demande que justice soit faite. J'apprécie le fait que le gouvernement a demandé qu'il y ait des enquêtes, même au niveau international. On a ouvert cette brèche pour que M. Chéribin ne soit pas le chébéa de Félix Antoine Tshisekedi. Nous devons le dire, parce que nous connaissons l'homme. Félix Tshisekedi n'a jamais voulu faire usage du sang humain pour conquérir le pouvoir ou pour conserver son pouvoir. Très bien. C'est un démocrate né, un démocrate rompu, et il connaît amplement le méthode de la démocratie. Mais la grande question que nous nous posons, à qui a profité ces crimes? Chéribin ne constituait pas une menace contre le pouvoir de Tshisekedi. Les enquêtes nous en nous sommes, s'il vous plaît, nous sommes aujourd'hui, nous avons face à une opposition qui est dans un jeu genre des criminels qui se jouent de leurs victimes. Le son de temps joue amplement son rôle. On ne va pas s'étaler là-dessus. C'est une affaire qui est prise en... des enquêtes qui sont ouvertes, donc on ne va pas s'hasarder à aller dans ce que nous ne connaissons pas. On va laisser la justice faire son travail. Voilà, madame, monsieur, nous sommes pratiquement à la fin de Politique à la carte de ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, Alain Camille. Je vous en prie. Merci pour l'honneur fait à ma modeste personne et bonsoir. Merci à vous, Denis et Bédessi, d'être passés dans Politique à la carte. Merci beaucoup. Nous voudrions un Congo solitaire. Voilà, madame, monsieur, c'est par ces mots que nous allons mettre un terme à cette émission. Le rendez-vous est pris pour la semaine prochaine pour d'autres sujets d'actualité concernant la République démocratique du Congo. À la semaine prochaine. Au revoir.